Imaginez que vous mettez votre sang, votre sueur et vos larmes dans votre travail chaque mois pour finalement voir une grande partie de votre argent durement gagné disparaître dans les impôts. C'est un scénario que des millions de personnes connaissent. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des principales préoccupations des citoyens français, à savoir les impôts élevés et leur impact sur la vie quotidienne. Même si ces impôts financent une partie des services sociaux vitaux, ils nous laissent songeurs quant au prix à payer. Pourrons-nous un jour être libres financièrement ou sommes-nous condamnés à répéter le même cycle tous les mois? C'est une question qu'on peut se poser. Et si ce système perdure, un avenir où bosser ne suffit même plus pour être stable, où tout ce qui reste, c'est l'incertitude et le stress. À la fin de cette vidéo, les snipers, on espère éclaircir une question essentielle. Est-ce qu'il y a un moyen de s'en sortir? Est-ce qu'on peut briser ce cycle ou est-ce qu'il n'y a vraiment plus aucun espoir? La France se classe régulièrement parmi les pays les plus imposés au monde, avec des recettes fiscales atteignant jusqu'à 45% de son PIB. Pour comprendre pourquoi il en est ainsi, on doit se pencher sur les racines de ce pays. Cette structure des impôts remonte en réalité à la Révolution française, lorsque liberté, égalité et la guillotine sont devenus les principes directeurs. La solidarité s'est ajoutée en cours de route et est devenue encore plus importante après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que ce système d'impôts élevé, c'est vraiment la clé pour atteindre une vraie solidarité et une égalité parfaite? Ce système, il a marqué un énorme progrès vers l'égalité, parce qu'avant la Révolution française, les nobles et les religieux étaient quasiment tous exemptés d'impôts. Le poids des impôts repose sur les paysans, les salariés, les professions libérales et les hommes d'affaires, et ça s'appelle le troisième pouvoir. Après la Révolution, la France a développé et élargi des programmes dits de protection sociale, posant les bases d'un système avec des impôts et des prestations élevées. Comment un système à la base, conçu pour aider les opprimés, a pu devenir une structure que beaucoup aujourd'hui trouvent oppressante? Le système fiscal français est connu pour être étendu et complexe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le décomposer en plusieurs types d'impôts. Premièrement, l'impôt sur le revenu. La France ayant un système d'impôt sur le revenu progressif. Ça veut dire que les hauts revenus paient une part plus importante de leurs revenus. En 2023, les taux allaient de 0% pour les revenus à 45% pour les hauts revenus, avec une surtaxe de 3 à 4% si vous gagnez plus qu'un certain seuil. Pour un travailleur à revenu moyen, en fait, ça signifie que 30% de son revenu sera soumis à cet impôt. Deuxièmement, les cotisations sociales. Au-delà de l'impôt sur le revenu, pour rester fidèle au principe de solidarité, un travailleur français contribue également à la sécurité sociale, à l'assurance chômage, aux allocations familiales, aux pensions et aux soins de santé universels. Ça représente environ 22% de son revenu. Ça constitue une charge énorme pour les citoyens. Mais à quel moment ce système d'imposition passe-t-il du statut d'avantage social à celui de charge financière? Avec la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, vous la connaissez. Pour ne rien arranger, la France a l'un des taux de TVA les plus élevés de l'Union européenne, avec un taux dévastateur de 20%. Ça veut dire que chaque fois que vous faites des achats, que vous achetez un service, une part importante du coût est reversée au gouvernement. Ça veut dire que votre revenu s'en trouve d'autant plus amputé, ce qui vous laisse une part très insignifiante pour toutes vos dépenses. C'est pas fini. Impôt sur la propriété et le patrimoine. La taxe d'habitation et l'impôt sur la fortune immobilière, plus connu sous le nom d'IFI, a un impact considérable sur les propriétaires de biens immobiliers. En janvier 2018, l'IFI a remplacé l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, afin d'alléger la charge fiscale pesant sur les hauts revenus. Mais au final, ça n'a pas du tout marché. Ça a flop. Parce que l'impôt sur la propriété et le patrimoine, c'est le vrai fardeau pour les gens qui ont un revenu moyen. Maintenant, prenons l'exemple d'un salarié français qui perçoit un salaire brut de 40 000 € par an. Après l'impôt sur le revenu et cotisations sociales, il ne lui reste qu'un peu plus de la moitié de son salaire, soit environ 22 000 €. Et sur ce revenu restant, chaque achat, qu'il s'agisse de courses, d'essence ou de vêtements, vient se greffer une TVA de 20%. Et ça veut dire qu'une fois les dépenses de base payées, il ne reste presque plus rien pour investir dans son avenir. Pour une grande partie de la population française, ça se traduit par un sentiment de contrainte financière et de frustration. Est-ce qu'on peut vraiment s'épanouir quand une grosse partie de son revenu part dans toutes ses dépenses? Avec l'un des systèmes de protection sociale les plus admirés au monde, et aussi les plus surcotés, disons les choses, la France offre des soins de santé, allocations chômage, pension, allocation familiale et un enseignement public. Ces programmes contribuent à réduire les inégalités et à fournir des services essentiels, ce qui permet à chacun d'avoir accès aux besoins fondamentaux, quel que soit leur revenu. C'est la fameuse solidarité dont je parlais au début. Le système de santé en France, on le sait, c'est l'un des meilleurs. En tout cas, c'est ce qu'on aime penser. Je rappelle qu'on est quand même à la 15e place mondiale. D'un côté, on a une couverture médicale universelle, super qualité, gratuite,
surtout quand on en a besoin. On a aussi les allocations chômage, qui constituent un soutien essentiel pendant les périodes d'inactivité professionnelle, tandis que les pensions permettent aux retraités de conserver un niveau de vie décent, même si avec l'inflation, tout cela est en train de chuter. C'est un autre sujet. Et enfin, les allocations familiales qui aident les familles avec beaucoup d'enfants à élever leurs petits sans trop sentir le poids financier. On a l'éducation publique gratuite, de la maternelle au lycée, de l'école primaire jusqu'à l'université. Honnêtement, combien de pays peuvent prétendre offrir un tel niveau de vie de prestations sociales à leurs citoyens? Ça permet d'assurer l'égalité des chances pour tout le monde. Ce système complet de protection sociale permet à la France de rester fidèle, vous savez, à ce fameux principe de solidarité dont j'ai parlé. C'est un symbole de responsabilité, de fierté, parce que tout le monde le voit comme un pilier de cohésion sociale et de sécurité qui prouve l'engagement du pays pour l'équité et l'entraide. D'un autre côté, malgré tout ce système, beaucoup de gens trouvent que ce qu'ils paient en impôts ne leur rend pas vraiment ce qu'ils espéraient. Parce que quand on commence à examiner quelques-unes des préoccupations qui sont à l'origine de ces frustrations, on se rend compte qu'il y a une tension sur le système de santé. Le système de santé français est réputé, voire surcoté, mais il n'en est pas moins soumis à des tensions. Par exemple, dans certaines régions, il y a une pénurie de professionnels de la santé qui entraîne de longues périodes d'attente. Les visites chez le médecin peuvent être gratuites ou même remboursées, et la demande croissante, parce que tout le monde veut profiter de ce système, met complètement le système au défi de fournir des prestations dignes de ses impôts. Quant aux allocations chômage, tout le monde également profite, donc le taux de chômage augmente. C'est un problème persistant en France par rapport aux autres pays de l'UE par exemple. Quant aux salariés, nombreux sont ceux qui affirment que les impôts élevés découragent la productivité et la motivation. Ça a du sens. Franchement, comment veux-tu que les gens soient motivés si leurs efforts ne se traduisent pas par une hausse de leur salaire net? On veut pas travailler pour des pommes, on veut travailler pour de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est que certains économistes affirment qu'une fiscalité élevée est à l'origine d'une faible croissance économique. C'est logique, car elle décourage investissement et surtout entreprises. Les petites entreprises, en particulier, ont du mal à innover, trop de charges, à embaucher ou à développer des activités. C'est cette stagnation des salaires aussi qui accroît la frustration, car même les personnes qui ont un revenu moyen ont du mal à s'offrir une vie de qualité. On va prendre un exemple, l'exemple de Marie, enseignante à Lyon, qui perçoit un revenu annuel de 35 000 €. Marie, elle est considérée comme un salarié médian aux yeux de la société. Après impôt sur le revenu et cotisations sociales, son revenu tombe environ à 22 000 €. Compte tenu du coût de la vie dans une grande ville, Lyon, Marie doit planifier minutieusement son budget chaque mois. Elle ne peut pas s'offrir de vacances régulières et c'est compliqué d'épargner même avec un travail à temps plein. Comme beaucoup d'autres, Marie se sent coincée. Ça veut dire qu'elle ne lutte pas, mais en aucun cas elle ne s'épanouit. Il est facile de s'identifier au cas de Marie parce que c'est la réalité de nombreux citoyens en France. Maintenant, allons de l'avant et voyons si ce système améliore vraiment la vie des gens ou si il les bloque financièrement. La France est le pays des râleurs, on le sait, mais avec tout ce mécontentement, ça sert à rien d'être mécontent si on propose pas des idées. Donc pas mal de gens ont proposé des idées pour changer ce système fiscal. Les débats se sont intensifiés et voilà quelques réformes possibles. C'est un peu d'une bouteille à la mer qu'on jette. Certains disent qu'en baissant l'impôt sur le revenu, cela soulagerait tout de suite les gens en leur laissant plus d'argent dans leur poche. Pour moi, c'est logique. L'avantage, c'est que ça pourrait booster l'économie avec plus de dépenses et une croissance qui repart. D'autres pensent qu'en baissant les impôts sur le revenu, ça poserait problème pour financer les programmes sociaux essentiels. Ça serait de baisser les cotisations sociales, surtout pour ceux qui ont des revenus faibles ou moyens. Ça serait progressif dans les deux sens. Cela allégerait considérablement leurs charges et leurs frustrations et leur donnerait un peu plus de liberté financière pour leurs dépenses. Certains pensent que l'abaissement de la TVA sur les produits de base indispensables à la survie, comme la nourriture, le carburant, contribuerait à réduire le coût de la vie. C'est indéniable que toute réduction d'impôts comporte des avantages et des inconvénients. On se doit d'examiner quelques-uns pour comprendre ce qui est le plus bénéfique pour notre société. Baisser les impôts en fait permettrait aux travailleurs de garder plus d'argent après avoir tout payé. Les entrepreneurs se sentiraient motivés pour créer leurs entreprises et les petites entreprises auront plus de liberté pour innover, embaucher et développer leur activité. L'augmentation du revenu qui serait disponible stimulerait dépenses, consommation et permettrait au gouvernement de bénéficier également d'une baisse des impôts. Avec tous ces avantages, l'économie serait plus dynamique et la croissance pourrait décoller. Le problème de la réduction d'impôts, si on regarde aussi les inconvénients, c'est que ça aura des conséquences pour le gouvernement en première ligne. Logique. La baisse des recettes menacera les services sociaux essentiels tels que les soins de santé, les pensions et les allocations chômage. Ces programmes seront confrontés à d'importants problèmes de financement. C'est les gens qui ont un faible revenu et les chômeurs qui vont payer les pots cassés. Parce que le programme d'aide
sociale leur est largement favorable. Donc en fait, baisser les impôts, ça veut dire tomber dans une méritocratie. Est-ce que baisser les impôts améliorerait vraiment la qualité de vie ou est-ce que c'est juste un pansement sur un problème qui est bien plus profond? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Thomas Piketty, économiste et professeur français, estime qu'un système fiscal progressif est essentiel pour surmonter les inégalités sociales et offrir une vie de qualité à tous les citoyens, quel que soit leur revenu. D'un autre côté, les chefs d'entreprise sont découragés par le système qui est en place. Bah oui, parce que si les taux d'imposition sont élevés, ça étouffe l'innovation et la création d'emplois. Si tu engages un mec pour le payer 2000 € et en fait en charge ça te revient à 4000 € de le payer, ça devient compliqué. Tout le monde a un avis dans ce pays et les citoyens ordinaires ont beaucoup d'avis partagés. Certains estiment que c'est le juste prix à payer pour les services qu'ils reçoivent, tandis que d'autres pensent que le fait de disposer d'une bonne partie de l'argent qu'ils ont durement gagné améliorerait leur qualité de vie. En fait, ce qui devrait profiter à la société dans son ensemble génère au contraire de la frustration et de l'insatisfaction. On se doit de comparer les autres pays, parce qu'on n'est pas seul au monde, mais surtout pour mieux comprendre le système de prélèvement et de prestations sociales, parce que, prenons l'Allemagne, les impôts y sont élevés, mais la plupart des gens trouvent qu'ils en ont vraiment pour leur argent. Il y a d'autres pays, comme les pays scandinaves, qui ont également des taux d'imposition élevés. Mais grâce à des stratégies telles que la transparence et les avantages directs pour la collectivité, ils ont réussi à obtenir un meilleur soutien de la part du public. Si on prend 2 minutes pour étudier ces modèles, ça peut servir de feuille de route pour notre gouvernement, pour développer un modèle fiscal plus équilibré et plus juste pour les citoyens. La vraie question, c'est de savoir si la France pourra trouver un équilibre qui réduise le ras-le-bol et le poids pour les travailleurs, tout en gardant le filet de sécurité sociale dont beaucoup dépendent. C'est la vraie question. Pour conclure, beaucoup de Français ont l'impression qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, que le système est tel qu'il est et que la question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on bosse juste pour survivre? Même si les impôts servent à financer des services essentiels, ils bouffent une grosse partie de l'argent que les gens gagnent à la sueur de leur front. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les travailleurs sont découragés, frustrés de voir leur argent partir en fumée, avec l'impression de ne pas vraiment profiter de services à la hauteur de ce qu'ils payent. Il reste à voir si la France peut réformer son système et développer un modèle fiscal approuvé par le public. En attendant, quoi qu'il arrive, il est temps de prendre les choses en main. Le chemin vers la liberté financière dans un monde où les impôts, l'inflation et les changements politiques influencent directement et constamment la vie financière de chacun, on en vient à se demander si l'on contrôle vraiment la situation ou si l'on se contente de danser au rythme de quelqu'un d'autre. La réalité en fait c'est que le système financier traditionnel a souvent été une arme à double tranchant dans la mesure où il fournit une structure tout en imposant des limites. Certaines réalités ne peuvent pas être évitées, mais il faut commencer à penser au-delà de ces limites. La liberté financière, c'est pas juste gagner plus, c'est surtout trouver des moyens de faire travailler son argent pour soi, sans être dépendant des systèmes qui en profitent habituellement. Regardez l'intérêt qui grandit en ce moment pour les alternatives comme crypto décentralisées ou valeurs sûres comme l'or, le gold et l'argent. Ça traverse toutes les crises économiques depuis des siècles, donc vous devez investir en vous-même. Même les nouveaux marchés aujourd'hui, comme le trading sur le forex ou les actifs dits tokenisés, la blockchain, etc., montrent qu'on évolue vers des façons plus personnalisées de gérer sa richesse. Donc vous ne pouvez pas compter que sur l'État. C'est pas juste des outils, c'est une nouvelle façon de bâtir sa richesse en étant moins dépendant des forces extérieures. Il ne s'agit pas d'abandonner tout ce que nous connaissons, mais d'élargir l'horizon de ce qui est possible. Explorer les opportunités qui peuvent nous permettre de garder un plus grand contrôle sur nos revenus, nos investissements et notre avenir. Avec le monde qui change autour de nous, est-ce que ça serait pas le moment de revoir notre façon de voir l'argent? Posez-vous la question. À quoi ressemblerait la liberté financière pour moi? Quelles actions je peux commencer à prendre dès aujourd'hui pour m'en rapprocher? Les réponses peuvent se trouver juste au-delà des limites de la pensée traditionnelle, au-delà de vos perceptions. Il existe d'autres moyens de parvenir à la liberté financière et à l'autonomie par rapport, sans compter sur l'aide du gouvernement. La réalité, c'est qu'on pourrait en parler en détail une autre fois, en creusant sur les étapes qu'il faudrait suivre pour avancer. En ce qui concerne plus particulièrement les préoccupations liées au système fiscal, il est essentiel de rester informé et engagé. Le vrai problème, c'est que ce système fiscal, qui est élevé, est censé réduire les inégalités sociales, mais il n'y arrive pas. Il fait l'inverse. Ça va même à l'encontre du principe de base, parce que les riches continuent de s'enrichir grâce aux avantages fiscaux,
pendant que les pauvres galèrent avec des salaires qui stagnent et le coût de la vie qui grimpe. La France prône la solidarité et l'égalité sociale, mais est-ce qu'elle reste vraiment fidèle à ses principes? C'est ce qu'on discutera dans une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Vraie parole de sniper. Boum.